History Secrets. L'histoire des civilisations anciennes soulève une question centrale sur le fonctionnement des sociétés humaines. Comment contrôler de grandes populations? Lorsque de petites communautés se transforment en sociétés complexes, un problème fondamental apparaît. Coordination sociale, ordre politique, stabilité collective. Les premières grandes civilisations du monde ont été confrontées exactement à ce défi. Et chacune d'elles a développé des solutions différentes pour organiser des millions de personnes sous un même système. Parmi les premières sociétés complexes de l'histoire se trouvent 4 civilisations fondamentales. La Chine ancienne, la civilisation de la vallée de l'Indus, la Mésopotamie et l'Égypte. Chacune d'elles a trouvé un chemin distinct pour résoudre le problème du contrôle social. En Chine, par exemple, la solution fut la bureaucratie. Un système administratif extrêmement structuré, basé sur des examens et une sélection méritocratique. Pendant des siècles, les familles chinoises ont consacré d'énormes efforts à préparer leurs enfants aux examens impériaux. Réussir ces examens signifiait entrer dans la fonction publique et devenir une partie de la machine administrative de l'État. Ce système créait une stabilité sociale, parce qu'il canalisait l'ambition des familles vers un objectif institutionnalisé: servir l'État. Dans la civilisation de la vallée de l'Indus, la solution semble avoir été différente. Là-bas, l'organisation sociale était profondément liée à la religion. Une religion qui, selon certaines interprétations, mettait l'accent sur des valeurs d'harmonie, de paix et d'égalité. Cette tradition spirituelle a fini par influencer des courants religieux ultérieurs en Asie du Sud, incluant des éléments qui apparaîtraient plus tard dans le bouddhisme. En Mésopotamie, en revanche, le contexte géographique a créé une réalité très différente. Contrairement à la Chine, la région possédait peu de barrières naturelles, sans grandes montagnes ni océans pour assurer une protection. Cela rendait la région extrêmement vulnérable aux invasions. Et, en conséquence, les guerres constantes sont devenues une partie centrale de l'organisation politique. Des conflits fréquents aidaient à maintenir la société mobilisée, créant un environnement où la guerre fonctionnait comme un mécanisme de cohésion sociale. Mais peut-être que le modèle le plus singulier est apparu dans l'Égypte ancienne. Là, la stabilité politique a été construite autour d'une figure centrale, le pharaon. Dans la vision religieuse égyptienne, le pharaon n'était pas seulement un dirigeant. Il était considéré comme une manifestation divine, une incarnation vivante de forces sacrées garantissant l'ordre du monde. Cette croyance avait des conséquences profondes, parce que l'autorité du pharaon ne dépendait pas seulement de la force militaire, elle était liée à la structure spirituelle même de la société. Mais cela créait aussi un problème. Si le pharaon était humain, sa vie était constamment en danger. Conspiration, intrigues de palais, conflits de succession. Gouverner un empire exigeait plus que de la légitimité religieuse. Cela exigeait des compétences psychologiques spécifiques. Cela soulève une question intrigante. Qu'est-ce qui caractérise réellement un grand leader dans l'histoire? Souvent, on apprend que le leadership exige des vertus classiques: sagesse, empathie, responsabilité, capacité d'inspirer la confiance. Ces qualités sont certainement importantes dans de nombreux domaines de la vie. Mais certaines analyses historiques suggèrent que les leaders opérant dans des environnements extrêmement compétitifs développent un autre ensemble de caractéristiques. Parmi elles, 3 compétences apparaissent fréquemment dans les analyses du comportement politique. La première est l'imprévisibilité. Lorsqu'un leader est difficile à prévoir, ses adversaires ont plus de difficultés à anticiper ses décisions. La seconde est une forte tolérance au stress. Les leaders font souvent face à d'énormes pressions, crises, conflits, attaques politiques constantes. Maintenir une stabilité émotionnelle dans cet environnement peut être un facteur décisif pour la survie politique. La troisième caractéristique mentionnée par certains analystes
est le détachement émotionnel. La capacité de prendre des décisions difficiles sans être paralysé par des émotions immédiates. Ces trois caractéristiques peuvent être résumées en un concept psychologique spécifique. La dissociation. En psychologie, la dissociation fait référence à un état mental dans lequel une personne se distancie partiellement de ses propres émotions ou expériences, comme si elle observait la situation de l'extérieur. Dans des environnements de pression extrême, cette capacité peut permettre à un leader de continuer à prendre des décisions rationnelles, même dans des circonstances hautement stressantes. Certaines interprétations historiques suggèrent que certains systèmes de pouvoir ont pu tenter de développer ou de stimuler ce type d'état mental chez leurs dirigeants, surtout dans des contextes où le pouvoir politique était entouré d'intrigues et de menaces constantes. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, des mythologies complexes jouaient un rôle central dans la formation symbolique de l'autorité royale. Des récits impliquant des dieux comme Ra, Osiris et Horus structuraient la vision égyptienne du pouvoir et de l'ordre cosmique. Ces mythes n'étaient pas seulement des histoires. Ils formaient la base de rituels, de symboles et de récits qui légitimaient le pouvoir du pharaon. Dans de nombreuses cultures anciennes, les rituels et les mythologies fonctionnaient comme des instruments de formation psychologique, créant des identités, établissant des rôles sociaux et renforçant l'autorité politique. Indépendamment de la manière exacte dont ces processus fonctionnaient, une chose semble claire. Les grands systèmes de pouvoir ont toujours cherché à façonner le comportement et la mentalité de leurs dirigeants. Parce que gouverner des sociétés complexes exige bien plus qu'une autorité formelle. Cela exige un contrôle émotionnel, une capacité stratégique, et souvent, une énorme résistance psychologique. C'est peut-être pour cela que l'histoire est remplie de leaders dont les personnalités semblent difficiles à comprendre. Des figures capables d'alterner entre des comportements contradictoires, un calme extrême dans des moments de crise, ou des décisions inattendues qui surprennent alliés et adversaires. Ces caractéristiques soulèvent une réflexion intéressante. Dans quelle mesure la psychologie individuelle influence-t-elle le destin des sociétés? Et dans quelle mesure les systèmes politiques façonnent-ils les personnes qui accèdent au pouvoir? Cette question reste ouverte. Mais l'histoire suggère que comprendre le comportement des leaders peut être aussi important que comprendre les événements qui façonnent le monde. Lorsque nous analysons plus profondément les structures de pouvoir des civilisations anciennes, nous remarquons quelque chose de curieux. Le pouvoir dépend rarement uniquement de la force militaire ou de la richesse économique. Il dépend aussi du contrôle psychologique, contrôle des croyances, contrôle des perceptions, contrôle de l'identité. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, la mythologie jouait un rôle bien plus profond que celui de simplement expliquer le monde. Elle fonctionnait comme un système symbolique de pouvoir. Parmi les principaux dieux égyptiens figuraient trois figures centrales. Osiris et Horus. Ra était le dieu du soleil, la force qui apportait la vie à l'univers. Chaque nuit, selon le mythe, il descendait dans le monde souterrain pour affronter un serpent colossal qui tentait de dévorer le soleil. Et chaque nuit, il devait vaincre cet ennemi pour garantir la naissance d'un nouveau jour. Osiris, quant à lui, représentait la civilisation, le pharaon juste, le dirigeant qui instaurait l'ordre et la prospérité. Mais son histoire était marquée par la tragédie. Son propre frère, Seth, conspirait contre lui, le trompait et le détruisait. Selon le mythe, Osiris était tué et son corps était démembré, dispersé à travers le monde. Mais son épouse, Isis, rassemblait chaque fragment, reconstituant le corps de son mari. De ce processus naissait Horus, le fils qui hériterait de la mission de restaurer le trône et d'affronter Seth pour récupérer le pouvoir légitime. À première vue, cette histoire peut sembler n'être qu'un récit mythologique, un ensemble de légendes religieuses.
Mais certaines interprétations suggèrent que ces mythes avaient une fonction bien plus profonde. Ils pouvaient fonctionner comme des modèles symboliques d'identité, des archétypes qui façonnaient la vision du monde des élites dirigeantes. Chaque figure représentait un type spécifique de rôle psychologique. Ra représentait le héros divin, la force qui lutte contre le chaos. Osiris représentait la victime injustement traitée, le dirigeant qui subit la trahison et la destruction. Et Horus représentait le vengeur, l'héritier qui restaure l'ordre. Certaines analyses suggèrent que ces figures pouvaient fonctionner comme des identités symboliques qui façonnaient le comportement du pharaon, des rôles mentaux que le dirigeant devait incarner à différents moments. Dans certaines situations, le pharaon devait agir comme Ra, le défenseur de l'ordre contre le chaos. Dans d'autres circonstances, il pouvait assumer le rôle d'Osiris, la figure qui souffre, qui résiste, qui symbolise le sacrifice. Et dans des moments de conflit politique ou militaire, l'identité d'Horus pouvait émerger, le dirigeant qui récupère le pouvoir et vainc ses ennemis. Cette multiplicité symbolique a pu aider à façonner la mentalité des dirigeants, leur permettant d'opérer dans différents rôles psychologiques. Lorsque nous observons des leaders à travers l'histoire, quelque chose de similaire semble se produire. Beaucoup d'entre eux présentent des personnalités hautement complexes, capables d'alterner rapidement entre différents styles de comportement. Dans des moments de crise, ils peuvent agir avec une froideur calculée. À d'autres moments, ils peuvent mobiliser des récits héroïques ou symboliques pour inspirer leurs partisans. Cette capacité à alterner entre des identités peut être liée au phénomène psychologique connu sous le nom de dissociation. Dans la psychologie moderne, la dissociation ne signifie pas nécessairement un trouble. Elle peut se produire de manière légère et quotidienne. Nous jouons tous des rôles différents selon le contexte. À la maison, nous sommes une personne. Au travail, une autre. Entre amis, encore une autre. Ces rôles ne sont pas nécessairement faux. Ils font partie de l'adaptation sociale. Mais dans des environnements de pouvoir extrême, cette flexibilité psychologique peut devenir beaucoup plus intense, parce que les leaders font face à des pressions que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Des décisions qui affectent des millions, des conflits militaires, des crises économiques, des menaces constantes. Pour survivre dans cet environnement, certains leaders peuvent développer une forme de détachement émotionnel, une capacité à observer la situation comme s'ils étaient en dehors d'elle. Ce détachement peut permettre des décisions rapides, mais il peut aussi générer des comportements qui semblent incompréhensibles pour des observateurs externes. Au fil de l'histoire, de nombreux dirigeants ont été décrits comme imprévisibles, charismatiques à certains moments, extrêmement froids à d'autres. Cette dualité soulève une question fascinante. Le pouvoir transforme-t-il la psychologie des individus? Ou certains profils psychologiques sont-ils plus enclins à atteindre des positions de pouvoir? Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre ces deux possibilités. Parce que les systèmes de pouvoir complexes ne sélectionnent pas seulement certains types d'individus. Ils façonnent aussi ceux qui atteignent le sommet. Au fil du temps, les leaders apprennent à naviguer dans des environnements de compétition intense et développent des stratégies mentales pour gérer des risques constants. Cela aide à expliquer pourquoi l'histoire présente souvent des leaders dont les personnalités semblent contradictoires, humaines, mais en même temps distantes. Peut-être qu'en fin de compte, comprendre le pouvoir exige de comprendre quelque chose d'encore plus profond. Lorsque nous commençons à observer ces structures psychologiques avec plus d'attention, une question encore plus profonde apparaît. Si les leaders peuvent être façonnés par des systèmes symboliques, des rituels et des récits, dans quelle mesure l'esprit humain peut-il être influencé? Cette question apparaît de manière récurrente dans l'histoire. Religion, rituels initiatiques.
entraînement militaire, programmes idéologiques. Tous ces systèmes cherchent à modeler les comportements humains. Dans le cas des civilisations anciennes, beaucoup de ces processus étaient liés à des rituels intenses, des expériences symboliques, des situations provoquant un fort impact émotionnel. Dans plusieurs cultures anciennes, les rituels d'initiation impliquaient des moments de peur, d'isolement ou d'épreuves physiques. Ces expériences créaient des souvenirs extrêmement marquants et bien souvent modifiaient profondément la perception de l'identité de la personne. Certains anthropologues décrivent ce processus comme une forme de reconstruction symbolique de la personnalité. La personne traverse une expérience limite et en émerge avec une nouvelle identité sociale. Dans l'Égypte ancienne, certains rituels liés à la mythologie et à l'autorité royale ont pu jouer ce type de fonction symbolique, surtout au sein des élites politiques et religieuses. Ces rituels renforçaient l'idée que le pharaon n'était pas simplement un dirigeant ordinaire. Il représentait des forces divines, des rôles cosmiques, des identités associées aux dieux de la tradition égyptienne. Cette vision renforçait son autorité auprès de la population, mais elle contribuait aussi à façonner sa propre perception de l'identité. Lorsqu'une personne passe des années à être traitée comme une figure divine, son esprit peut commencer à intérioriser ce rôle. Et cela peut profondément modifier sa manière de penser et d'agir. En même temps, les systèmes de pouvoir utilisent souvent des symboles et des récits pour renforcer la loyauté des élites. Serments, secrets, sociétés restreintes. Ces mécanismes créent des réseaux de confiance et de dépendance, des éléments fondamentaux pour maintenir la stabilité des régimes politiques complexes. À de nombreuses périodes de l'histoire, les alliances politiques ont fonctionné presque comme des sociétés discrètes, où l'information, la confiance et la stratégie étaient partagées uniquement entre des membres sélectionnés. Cette dynamique se rapproche de concepts étudiés par la théorie des jeux, un domaine qui analyse comment les individus prennent des décisions stratégiques dans des environnements compétitifs. Dans des systèmes où de nombreux acteurs se disputent le pouvoir simultanément, les alliances deviennent fondamentales. Mais ces alliances peuvent aussi être fragiles. Elles changent rapidement, se forment et se défont à mesure que les intérêts évoluent. Dans ce type d'environnement, l'imprévisibilité peut devenir un avantage stratégique. Si les adversaires ne peuvent pas anticiper vos décisions, il devient beaucoup plus difficile de construire des stratégies contre vous. Cette logique apparaît de manière répétée dans la politique internationale. Certains leaders cultivent délibérément une image d'imprévisibilité, créant de l'incertitude chez alliés et adversaires. En même temps, la politique de haut niveau exige une énorme résistance psychologique, critique constante, attaques politiques, pression publique, crise inattendue. La capacité à rester fonctionnel sous ce niveau de pression est une caractéristique commune chez les leaders qui restent longtemps au pouvoir. Mais il existe aussi un côté plus sombre à cette dynamique, lorsque les leaders se détachent excessivement des conséquences humaines de leurs décisions. Guerre, sanctions, politiques économiques. Toutes ces décisions peuvent affecter des millions de personnes. Et prendre ces décisions exige souvent un degré significatif de détachement émotionnel. Cette réalité soulève une réflexion inconfortable. Le système politique mondial favorise-t-il des personnalités plus froides et calculatrices? Ou bien la structure même du pouvoir transforme-t-elle ceux qui atteignent le sommet? L'histoire n'offre pas de réponse simple, mais elle montre que les environnements hautement compétitifs tendent à sélectionner des individus capables de faire face à une pression extrême. Et, bien souvent, cela signifie développer une relation différente avec des émotions comme la peur, la culpabilité ou la compassion. Cependant, comprendre ces dynamiques ne signifie pas les accepter comme inévitables. Au contraire, cela signifie reconnaître comment fonctionnent les systèmes de pouvoir. Parce que ce n'est qu'en comprenant ces structures
qu'il devient possible de réfléchir à des moyens de construire des systèmes politiques plus équilibrés. Des systèmes où le leadership ne serait pas défini uniquement par la survie stratégique, mais aussi par la responsabilité collective. Cette réflexion reste ouverte. Tout comme reste ouverte la grande question du pouvoir. Qui contrôle réellement le destin des sociétés? Les individus extraordinaires? Ou les structures invisibles qui façonnent leurs décisions? Peut-être que la réponse se trouve dans l'interaction entre les deux, entre l'esprit humain et les systèmes de pouvoir qu'il crée. Si nous regardons toute cette discussion sous une perspective historique, une conclusion intéressante commence à émerger. Le pouvoir n'a jamais été seulement une question de force. Il a toujours été lié à l'esprit humain, à la manière dont nous percevons le monde, à la manière dont nous interprétons la réalité. Les civilisations anciennes ont compris cela très tôt. Elles ont réalisé que contrôler un empire ne signifiait pas seulement contrôler des territoires. Cela signifiait contrôler des récits, des symboles, des expériences collectives. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les rituels et les mythologies n'étaient pas seulement des traditions religieuses. Ils contribuaient à structurer tout l'ordre social, renforçant l'autorité du pharaon et consolidant la stabilité du système politique. En participant à ces rituels, les individus ne se contentaient pas d'observer des récits sacrés. Ils vivaient ces narrations, et cela créait un lien émotionnel profond avec la structure de pouvoir. Ce type de mécanisme apparaît dans de nombreuses sociétés. Cérémonies politiques, symboles nationaux, récits historiques partagés. Tous ces éléments contribuent à construire des identités collectives. Et les identités collectives sont fondamentales pour maintenir la cohésion sociale. Mais lorsque nous tournons notre attention vers les leaders eux-mêmes, quelque chose d'encore plus intriguant apparaît. Le leadership exige souvent une capacité psychologique inhabituelle. Gérer des décisions qui affectent des millions de personnes. Supporter des pressions constantes. Opérer dans des environnements où les alliances changent rapidement. Dans de tels contextes, l'esprit humain doit développer des mécanismes d'adaptation. Des stratégies psychologiques permettant de faire face à des situations extrêmes. Parmi ces mécanismes, le détachement émotionnel apparaît fréquemment. Une capacité à observer les événements sans être complètement submergé par eux. Cette aptitude peut être utile pour maintenir de la clarté en période de crise. Mais elle peut aussi créer un paradoxe. Car des leaders qui se distancient trop des conséquences humaines de leurs décisions peuvent perdre le contact avec la réalité quotidienne de la population. Cette tension accompagne la politique depuis des millénaires, entre rationalité stratégique et responsabilité morale. Au fil de l'histoire, certains leaders ont réussi à équilibrer ces deux dimensions. D'autres ont été consumés par le pouvoir lui-même. Et c'est peut-être là l'une des grandes leçons que l'histoire nous offre. Le pouvoir n'est pas seulement une force externe. C'est aussi une force psychologique. Il transforme les institutions, transforme les sociétés, et transforme souvent profondément ceux qui l'exercent. C'est pourquoi comprendre le pouvoir exige de regarder au-delà des décisions politiques ou militaires. Cela exige aussi d'observer les structures invisibles qui façonnent le comportement humain. Récits, croyances, rituels, expériences qui forment les identités. Ces éléments influencent à la fois les gouvernants et les gouvernés, et aident à expliquer pourquoi certaines structures de pouvoir peuvent durer des siècles, tandis que d'autres s'effondrent rapidement. Peut-être que la véritable question n'est pas seulement qui gouverne, mais comment les sociétés construisent les systèmes qui définissent qui gouverne. Car en fin de compte, les leaders émergent au sein de structures sociales spécifiques, et ces structures façonnent profondément leurs choix. Ainsi, comprendre le pouvoir signifie aussi comprendre les histoires que nous racontons à son sujet, les récits qui légitiment l'autorité, les symboles qui soutiennent l'ordre social.
Et c'est peut-être précisément à cette intersection entre esprit, culture et pouvoir que se trouve l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Comment des sociétés entières parviennent à organiser des millions de personnes autour de symboles, d'idées et de leaders qui représentent ces idées. Répondre complètement à cette question est peut-être impossible, mais l'explorer nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et les systèmes de pouvoir qui continuent de façonner notre avenir. Parce qu'au final, l'histoire du pouvoir est aussi l'histoire de l'esprit humain. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré des preuves, des récits et des découvertes qui tentent d'expliquer cet événement historique. Mais une question reste sans réponse. Si tout s'est déroulé exactement comme nous le pensons, alors pourquoi existe-t-il autant de récits contradictoires ? Pourquoi certains détails semblent-ils avoir disparu de l'histoire officielle ? Peut-être parce que ce mystère n'a pas encore été entièrement résolu. Et peut-être qu'il existe encore des indices en attente d'être découverts. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.